Bonjour à tous, bonjour à Géraldine et Guillaume et bonjour à ceux qui participent à ce webinaire. On a souhaité effectivement dans le cadre de la campagne aller à la rencontre de nos confrères sur les thèmes qui les intéressent au quotidien. Vous le savez, on est dans une campagne extrêmement atypique parce que complètement dématérialisée. Et que donc on n'a pas, on a la grande frustration de ne pas avoir le sel de ce qui fait les campagnes, c'est-à-dire aller à la rencontre de nos confrères. Alors on essaye d'aller à la rencontre de nos confrères comme on le peut, de manière dématérialisée, même si c'est évidemment moins convivial, et d'aborder les questions qui les préoccupent au quotidien. C'est l'idée de ce webinaire de cet après-midi. Pour y participer, je remercie très vivement Géraldine Valla, associée du cabinet Vadis Avocat, qui a prêté serment en 2012, et Guillaume Grèze, qui est un vieux camarade à moi, puisque je crois qu'on était à la fac ensemble et que nous avons tous les deux prêté serment en 1995, et qui exerce à titre individuel une activité assez généraliste. Je vous présente, sans vous présenter, Philippe Cohen, parce qu'il n'est pas encore avec nous, mais qui a toujours travaillé au service de nos confrères, aussi bien au Conseil de l'Ordre qu'au CNB. On s'est connus avec Philippe, l'Union des jeunes avocats. Et il s'est toujours beaucoup intéressé à tous les sujets de la profession et notamment à cette question de l'aide juridictionnelle qui est à nouveau d'une grande actualité. Alors, on n'est pas là forcément pour faire de la politique en matière d'aide juridique. Ah, voilà Philippe. Voilà Philippe. On va simplement vous demander peut-être de couper vos micros quand vous ne parlez pas et de les rallumer quand vous parlez. Pas parce qu'on a un écho. On a un écho. Voilà. Philippe, si tu peux couper ton micro et je l'ai fait. voilà. Donc l'idée, ouais, mais on t'entend encore, et de te tenir un peu droite face à ta caméra, ce serait formidable parce que là, ça bouge quand même beaucoup. Voilà. Super. C'est pas forcément de faire de la politique sur l'aide juridictionnelle cet après-midi, d'évoquer les problématiques de financement, encore que on peut aborder ces sujets, mais de voir quels pourraient être les axes d'amélioration et que nous, si nous sommes élus bâtonniers, fils bâtonniers, nous pourrions aussi apporter comme amélioration pour nos confrères qui, au quotidien, pratiquent l'aide juridictionnelle de la défense pénale d'urgence. Ça représente effectivement beaucoup de confrères. À l'échelle d'un barreau de 30 000, il y a environ 3 000 avocats volontaires, toutes listes confondues, à travailler à l'aide juridictionnelle, 1 274 au bureau pénal, 126 référents, 1072 pour les gardes à vue, 376 pour la défense d'urgence des étrangers, avec 26 référents, et 116 pour la défense des personnes hospitalisées sans consentement. Et j'ajoute, pour terminer sur ce point de chiffre, 176 pour l'antenne des mineurs. C'est dire que ça concerne beaucoup de confrères. On a un certain nombre de difficultés sur la question de la formation, sur la question d'accès à ces listes. Et je pense qu'on va pouvoir aborder toutes ces questions cet après-midi ensemble, puisque Géraldine et Guillaume pratiquent tous les deux l'aide juridictionnelle et la défense pénale d'urgence. Donc, on est très heureux de vous avoir avec nous cet après-midi et on vous écoute. Peut-être faites-nous juste une petite annonce. Si vous voulez, je crois comprendre que Guillaume et Géraldine vont être dans le partage d'expérience et dans le d'expérience de leur pratique en la matière. Géraldine ? Oui, bonjour à tous. Donc moi, j'ai 8 ans de barre, presque 9. Je me suis tout de suite installée, donc j'ai tout de suite rentrée au bureau pénal parce que c'était un choix pour moi de faire toutes les permanences très rapidement. Donc à l'époque, on y rentrait toujours par le même biais qui est aujourd'hui en vigueur, c'est l'école de la défense pénale, qui nécessite donc de suivre une formation sur un mois tous les samedis. Et qui est ensuite, contrôlé. Les connaissances sont contrôlées par un QCM et ensuite une journée de tutorat. Donc c'est une journée de tutorat qui clôt finalement, qui clôt tout ce parcours et qui permet par la suite de s'inscrire au bureau pénal, qui ouvre l'accès à la commission d'office pénale. Ensuite, pour ce qui concerne les mineurs à Paris, effectivement, et vous l'avez très bien relevé, Julie, c'est l'antenne des mineurs qui sélectionne
elles-mêmes ces avocats qui seront, eux, commis d'office pour les mineurs, y compris en matière pénale. C'est-à-dire que quand on fait partie du bureau pénal à Paris, on n'intervient pas pour les mineurs. Il faut faire partie de l'antenne des mineurs sur la commission d'office. Donc, c'est une intervention d'urgence qui demande énormément de concentration, qui apporte une expérience précieuse en droit pénal parce qu'on n'intervient que dans l'urgence. Il n'y a aucune permanence qui n'est pas une urgence. Donc, ça nécessite cette expérience, ça nécessite une rigueur intellectuelle et une présence effective tout le long de la permanence. Voilà, donc il y a des permanences instruction, des permanences comparution immédiate, des permanences sur les comparations préalables de culpabilité au tribunal de police et également les commissions d'office sur les gardes à vue. Voilà. C'est sur ça que je voulais introduire mon propos et expliquer que c'était une école d'excellence parce que ça nécessite encore une fois une disponibilité qui ne se retrouve dans aucune autre matière, à mon sens. Guillaume, je ne sais pas. Oui, alors, ouais. Guillaume Grèze, oui, moi j'ai prêté serment en 95. D'une certaine façon, j'ai 25 ans d'AJ, aussi bien pénal que civil. Donc j'ai un certain recul et maintenant je suis au bureau pénal référent, et tuteur référent. Et c'est vrai que, comme Vincent, comme Julie, comme Philippe, j'ai connu, il y a 25 ans, il faut dire les choses, il y a 25 ans, on n'avait pas assez de volontaires pour le bureau pénal, par exemple. Ouais. On demandait les gens. Il n'y avait pas de formation. Ensuite, on a mis en place des formations. Mais c'est vrai que maintenant, il y a 25 ans, on était 10 000, maintenant on est 31 000, enfin plus de 30 000. Donc forcément, ça a changé, mais que c'est vrai qu'il faut que ce bureau pénal soit l'école de l'excellence, soit le bureau de l'excellence, et que tout le monde puisse avoir accès. En fait, je pense que c'est très important, c'est que tout le monde puisse y avoir accès. Que le seul critère, par contre, ça soit la compétence en droit pénal, procédure pénale. Et je pense que ça, il va falloir que Julie et Vincent, vous puissiez l'organiser assez rapidement, parce que parfois, on entend des plaintes, c'est pas chaque année, etc. Il y a des choses très importantes à faire. Sinon, je peux aussi, par exemple, comme chose importante à faire, je voudrais juste dire des choses, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as dit, Julie, il y a plus de 1200, 1300 avocats au bureau pénal, que chaque année, il y en a à peu près entre 500 600 qui veulent y avoir accès, que les problèmes, on les a sentis déjà sous le bâtonnier sûr, où il y a eu un moment une tension, on n'arrivait plus à faire rentrer de jeunes. Donc le bâtonnier sûr s'était posé la question, est-ce que les plus anciens, au bout de 10 ans, on ne doit pas les sortir? Je pense pas qu'il y a eu beaucoup de bois, c'était pas non plus forcément la bonne sortie. Je pense qu'aujourd'hui, la seule sortie possible pour tout le monde, c'est la compétence. Qu'on soit jeune ou moins jeune, c'est la compétence en droit pénal, en procédure pénale. Et c'est vrai que moi, je milite à titre personnel pour que l'accès soit chaque année, examen au concours, peu importe, je n'ai pas de réponse à dire, mais haut degré d'exigence, aucune difficulté pour s'inscrire, tout le monde doit pouvoir s'inscrire à cet examen ou à ce concours, et seule la compétence doit permettre d'avoir accès. Par contre, bien sûr, il va falloir monter le niveau de compétence, et que jusqu'à maintenant, c'était limité en QCM à 14, il faudra peut-être aller à 16, à 18, peut-être qu'il faudra faire un concours, mais par contre, il faut rester ouvert, pas de structure dédiée, les meilleurs, quel que soit l'âge, chaque année un concours d'accès, et peut-être pour ceux qui sont déjà inscrits, qui se posent la question, on dit ceux qui sont inscrits depuis 10 ans, etc., et bien peut-être un concours ou un examen de vérification de niveau tous les 5 ans, il n'y a rien de honteux à ça, vu les réformes qu'on subit tous, et que tous les 5 ans, et ben, quand on est inscrit au bureau pénal, je dis 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, ça serait à discuter, mais on repasse ce concours, cet examen de niveau, ce qui permettrait vraiment d'avoir une égalité des chances et que chacun ne soit retenu que parce qu'il est compétent. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe ou… Moi, je pense qu'il y a une vocation qui existe chez les avocats qui s'engagent dans la défense pénale, dans la il y a une vocation parce que c'est vraiment des journées qui sont et je pense qu'on doit aussi sélectionner les confrères sur la motivation et sur la disponibilité.
Parce que nombre de confrères qui viennent à des permanences et on a tous un cabinet. Donc, c'est des journées où on met entre parenthèses la vie de nos cabinets. C'est une vraie vocation quand on rentre au bureau pénal. Il faut avoir conscience de ce don de soi qu'on fait dans ces journées-là, qui sont des journées sans fin. Et on donne tout ce qu'on a. Donc, effectivement, je rejoins Guillaume sur ce critère-là, le critère d'excellence, critère de disponibilité et critère de motivation absolue, parce que ça peut pas convenir à tout le monde. C'est très particulier. Donc, on doit aussi, quand on rentre au bureau pénal, on doit avoir conscience de ça. On doit avoir conscience de ce que ça représente. Merci beaucoup, Géraldine. Je voudrais juste, il est bon d'entendre tous ces critères d'excellence et de disponibilité, hein, l'exigence de qualité. Je voudrais que Guillaume revienne sur ce que tu as dit, l'exigence d'un concours tous les 5 ans. Non, mais revenir sur la formation actuelle. Donc, j'ai l'école de la défense pénale. Donc, la formation, elle se déroule sur un mois. Oui, c'est notre confrère Saint-Palais. Bon. Il le fait chaque année bénévolement. Ouais. Oui, c'était auparavant Jean-Yves Le Borne. Oui, c'est Christian, il y avait d'autres, certainement. Oui, il l'a ouvert, c'est vrai. Avec Delphine Boisel, j'ai vu dernièrement sur l'aménagement des peines, puisqu'on plaide beaucoup à Binicio. C'est vrai qu'il l'a ouverte. Alors, c'est même plus que sur un mois. Il me semble que c'est 4 séances ou 5 séances. Ouais. Mais à l'issue Alors, c'est 4 ou 5 séances. Et à l'issue de ces 4 ou 5 séances, j'ai un examen de sortie. Oui. On est d'accord. Il y a un QCM. Avec un QCM. Avec un QCM. Et un niveau qui doit Il y a un QCM à 14, avec. Et vous trouvez qu'en l'état, ça n'est pas suffisant. Le dernier examen, c'était un QCM. Pas suffisamment. Exactement. De mémoire. Attends, il faudrait couper. De mémoire, sur 600 ou 700 qui l'ont passé la dernière fois, il y a eu 400 qui ont été admis, à 14 de moyenne. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'examen, vous avez également un tutorat. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis 1 an et demi, alors il y a eu le Covid en plus, il faut quand même s'en rendre compte, mais tout est bloqué. Hein. On n'a plus de tutorat, on n'a plus d'examen depuis, je pense, 1 an et demi. On n'a plus de tutorat pour ceux qui avaient été admis, qui ne sont pas encore, puisqu'ils doivent passer un tutorat en situation, en plaidoirie. À cause du confinement, il n'y a plus rien. Et c'est vrai qu'il faut très vite, je pense que c'est un engagement que vous avez pris, très vite repartir véritablement. Chaque année, un examen ou concours, ça sera à définir, monter en niveau d'exigence. Mais comme le dit Géraldine, il faut que l'exigence, elle soit aussi aux audiences, par exemple, il faut dire les choses. Ouais. Tout le monde, tous les confrères n'assistent pas au délibéré. Ouais. Moi, je crois que les référents ne restent pas jusqu'à la fin de la journée. Voilà. Moi, je pense que maintenant, les référents, alors je dis ça pour moi, hein, alors je sais que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, mais devraient rester jusqu'à la dernière affaire. C'est important pour le barreau de Paris que les référents restent jusqu'à la dernière affaire par rapport aux magistrats et que les confrères restent jusqu'à la fin du délibéré. Pour tout vous dire, moi, j'ai vu des réouvertures du débat où le confrère qui avait plaidé n'était parti. Oui. Moi, ça m'arrive d'envoyer à des confrères les délibérés, en fait, de les prendre pour tout le monde. C'est très courant. On doit tous monter en exigence. Il ne s'agit pas de dénoncer des comportements, c'est collectif. C'est vraiment collectif. C'est à nous, en fait, à Paris, on a les confrères. Oui. Mais Guillaume. Non, juste, tu dis qu'il faut renforcer l'examen de sortie là, suite à la formation de Christian Saint-Palais. Donc, est-ce que tu estimes que la formation donnée, l'examen, n'est pas suffisant en l'état, c'est ce que vous dites ou pas? Non. Il faut le dire en disant. La formation qui est faite initiale par Christian Saint-Palais et les confrères est excellente. C'est une très, très bonne formation. La difficulté, c'est le caractère sélectif de l'examen. Voilà. Il faut c'est très simple, en fait. Soit si on exclut les structures dédiées qui seront une révolution et qui ne seront pas acceptées par les confrères et qui n'est pas dans la tradition du barreau de Paris. Si on exclut ça, il faut permettre à ceux qui sont admis de véritablement plaider souvent pendant l'année. D'accord ? Pour qu'ils plaident souvent, il ne faut pas qu'on ait 400, 500 admis. Il faut qu'on ait 150, 200 admis par année. Comme ceux qui sont déjà au bureau pénal, tous les 5 ans, doivent également passer cette sélection. Et on va petit à petit avoir un groupe de 300, 400 confrères
de très haut niveau, de très haut niveau. Mais personne, il sera interdit de personne de repasser le concours. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si jamais on ne l'a pas, etc. Mais c'est vraiment l'exigence. Si on veut vraiment, disons les choses, je crois que même que le ministère nous surveille, pour tout vous dire, les structures dédiées sont une menace et seule l'excellence, sans l'excellence nous permettra de maintenir un bureau pénal ouvert et extrêmement compétent. Ouvert aux jeunes et aux plus anciens à partir du moment où ils sont compétents. Sachant qu'il faut faire 12 heures de formation par an si on veut rester au bureau pénal en pénal. C'est une exigence depuis le bâtonnier sûr, les 12 heures. Avant, c'était 8 heures. On doit dispenser 12 heures de formation continue chaque année. Sinon, on sort du bureau pénal. C'est la seule exigence à ce jour pour y rester. Ce qu'on comprend, c'est que, parce qu'on a été évidemment alerté et saisi d'une lettre que de jeunes pénalistes ont adressée au bâtonnier pour déplorer le fait que l'école de la défense pénale n'avait pas pu cette année organiser sa formation à cause du confinement. C'est pas un dossier qu'on a spécialement suivi, on n'est pas au courant du tout des arbitrages de l'ordre, puisqu'on n'est pas à l'intérieur, si on peut dire. Mais à vous écouter, ce qu'on comprend, c'est que alors que cette école de la défense pénale aurait pu se réunir de façon dématérialisée, c'est peut-être aussi justement un choix un peu plus politique, compte tenu du fait qu'il y a peut-être aujourd'hui trop de personnes sur ces listes en réalité. D'accord. Est-ce que c'est pas… Alors là, vous me donnez l'occasion d'évoquer un sujet, moi que je trouve assez similaire, c'est pour rentrer à l'antenne des mineurs à Paris et donc avoir accès à la commission d'office des mineurs. C'est impossible. C'est extrêmement difficile d'y rentrer. Donc eux, ils ont une politique qui est différente du bureau pénal, puisque c'est tous les 5 ans la formation. Mais pareil, c'est une formation très longue, dispensée par un QCM et qui ouvre à la commission d'office pour tous les mineurs. Donc, il y a un monopole détenu par l'antenne des mineurs à Paris sur la commission d'office des mineurs. Mais eux, ils ont un autre mode de fonctionnement, Guillaume, puisqu'effectivement, sauf erreur de ma part, je parle sous ton contrôle, mais tous les 5 ans, c'est ouvert à beaucoup moins de confrères parce que le temps de s'inscrire, c'est déjà plein. Et pour le coup, ils sont beaucoup moins nombreux à l'antenne des mineurs. Enfin, voilà, pour comparer un peu les deux régimes sur les commissions d'office. Ils sont moins nombreux, mais ils ont fait des progrès. Il y a 4-5 ans, non mais pour te dire Géraldine, il y a 4-5 ans, l'antenne des mineurs, personne ne savait comment y avoir accès. Je résume ça un peu. Maintenant, ça y est, enfin, il y a officiellement une procédure pour avoir accès. Ils ont fait des progrès. Ils se sont ouverts. C'est une formation exigeante, effectivement, qui est d'un haut niveau, qui est eux, ils sont d'un très haut niveau. Très haut. Je dirais même que l'antenne des mineurs, de ce côté-là, à un moment donné, ils étaient un peu repliés sur eux-mêmes, ils ne le sont plus maintenant, mais il y a une vraie exigence à l'école à notre antenne des mineurs, et c'est d'ailleurs la vice-bâtonnière Dominique Attias. Exactement, qui en fait partie également, et qui a élevé également le niveau d'exigence. Moi, ce que je crois, c'est que vraiment, le message qu'on doit faire passer, c'est ne pas opposer anciens plus jeunes, n'aller que sur la compétence. Et je crois qu'il n'y a que ça qui nous permettra tous, tout le monde comprendra bien que ce sont les meilleurs entre nous, qu'il est, même si on peut le repasser chaque année d'ailleurs, il n'y a aucune raison que si on ne l'a pas une année, on ne le repasse pas l'année prochaine. Vous voyez, il y a vraiment que ça soit, par contre, qui est une haute exigence. Et si je peux me permettre, mais également du côté des référents, qui doivent être plus présents, qui doivent être plus soutenir les confrères lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des conclusions à soulever, etc. Ça demande beaucoup de choses. On s'est beaucoup amélioré maintenant. On a plus de matériel. Les modèles de conclusion, on les a sur les ordinateurs. On a fait beaucoup de choses collectivement, tous. Mais il y a une problématique, c'est les dossiers sur tablette. Ça, c'est un vrai problème quand on est de permanence en comparution immédiate. Alors, chère Géraldine, il n'y a plus de tablette maintenant. Ça y est. Mais il y a eu le problème Olivier en est emparé, mais c'était très compliqué. Voilà. Donc maintenant, en fait, on a des ordinateurs où chacun peut venir avec son portable et le parquet accepte qu'on prenne le dossier sur nos portables. Donc on a amélioré, je dirais, les éléments matériels. Et alors on a une photocopieuse qui est digne d'un cabinet d'avocats, parce qu'avant on avait une photocopieuse qui était digne, j'ai envie de dire, digne d'un stagiaire. Et encore.
Maintenant, La commissariat de police en Roumanie. on a même du papier et de l'encre. Ouais, le papier, il faut aller le chercher à la maison des avocats à 8h du matin quand on arrive. Hein. Sinon, on n'a C'est pas pas de... faux. Le C'est pas parcours faux. ne fournit pas le papier. Hein. C'est pas faux. Mais on s'est amélioré quand même. Je le dis vraiment, on s'est amélioré. Par contre, c'est vrai que collectivement, on a encore un énorme bouchon à l'entrée, il faut le dire, hein, Julie et Vincent, et qu'on a un énorme bouchon, j'ai envie de dire, à l'intérieur. Donc, c'est ça qu'il va falloir qu'on régule et qu'on y arrive collectivement pour que, en gros, ça ne soit pas des gens qui on ait une ou deux agis par an au pénal, parce que c'est ça actuellement, hein, et qu'on va avoir plus, pas trop non plus, parce que l'AJ ne doit pas devenir non plus les commissions d'office, ça ne doit pas être quelque chose dont on doit avoir aussi des clients, je dirais, en dehors de l'AJ. Il faut apprendre aux confrères à avoir des clients en dehors de l'AJ, mais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors, c'est vrai, je peux peut-être parler juste aussi également sur les paiements, peut-être Julie. Hein. Je pense qu'on peut améliorer aussi les paiements. À Paris, pour tout vous dire, aussi bien AJ civil que pénal. Hein, là, c'est. Alors, les AJ civiles sont beaucoup plus ouvertes, hein, Julie et Vincent. À part certaines, je dirais, en social, en civil, alors, sous réserve, je ne crois pas qu'il y ait une grande sélection d'accès. Voilà, je pense qu'on peut assez facilement s'inscrire en civil, en familial ou en droit social, d'accord? Mais à la différence du pénal, par exemple, pendant une compa, vous faites une journée, vous êtes payé à un mois, d'accord? 310 € hors taxe. Oui, pas assez, mais vous êtes payé à un mois. Au civil, en social, vous êtes payé à la fin de la mission. Oui. Ça peut être 1 an et demi, 2 ans, je dirais même 3 ans sur un appel social, d'accord? C'est vrai que ça peut plus continuer et qu'on a besoin, la crise de Covid l'a vu, on a besoin que les flux de trésorerie soient plus rapides. Moi, ce que je propose, c'est que, enfin, on en a parlé, Julie, hein, bien entendu, mais le gouvernement avec le CNBF ont fait un décret, je regardais, c'était en mai et en septembre dernier, pour aider les confrères à l'AJ, où en gros, tu pouvais avoir 25% à 50% d'avance de ton chiffre moyen, je résume, d'AJ. Mais c'était une avance. Et c'était un one-shot. C'est fini depuis le 30 septembre. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on puisse être payé de 50% de l'AJ dès le début de la mission. Dès le début. Il n'y a aucun confrère, quand on a un avocat choisi, qui accepte d'être payé qu'à la fin. Enfin, je veux dire, on a les notes de provision et donc il n'y a aucune raison que celui qui va toucher 300 € ou 260 attende 2 ou 3 ans pour être payé. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut vraiment qu'on soit payé 50% tout de suite et qu'à la fin de la mission, on soit payé très vite. Pour ça, c'est simple. Soit le CNB, avec l'État, accepte de mettre ça, et je pense que vous êtes engagés, Julie et Vincent, de faire de votre dauphinat, je dirais, une année de plus de travail, d'accord, et ne pas attendre, de s'y mettre tout de suite. Eh bien, il faudra aider notre bâtonnier actuel pour porter ça, pour qu'on soit payé tout de suite de 50%. Et s'il y a un blocage, alors je ne vous raconte pas, parce qu'encore à Paris, on est payé à 1 ou 2 mois ou 3 mois après la mission, mais en province, ils sont parfois payés. Maintenant, là, il y a des barreaux où on ne touche plus d'argent avant le budget l'année prochaine. Hein. Il n'y a plus d'argent. Donc, il faut vraiment, si le CNB et l'État n'y arrivent pas, moi je pense que le barreau de Paris peut peut-être réfléchir à payer par lui-même en avance et être subrogé dans nos droits, c'est-à-dire que payer 50% immédiatement, dès qu'on a les éléments comme quoi la personne, bien entendu, le justiciable, a l'AJ à 100% ou à 25% ou je ne sais quoi, on est d'accord, mais nous payer ça tout de suite et que le barreau soit subrogé dans nos droits. Donc, on peut améliorer l'organisation et on peut améliorer le paiement des AJ. Surtout, si je peux me permettre, qu'il y a énormément de procès de masse qui arrivent. Moi, j'étais sur le Mediator, donc en partie civile. Là, il va y avoir le Bataclan, il y a Charlie, etc. Ça, c'est une vraie problématique parce que c'est 6 mois d'audience où on monopolise un cabinet, en fait, et où on touche… moi, j'ai toujours pas touché l'argent parce que le délibéré de Mediator, c'est mars 2021. Donc, en fait, c'est à perte, en fait. Donc là, le justiciable, il en pâtit parce qu'évidemment, on va pas aller tous les jours aux audiences. On n'est pas payé si on se fait substituer à l'AJ, il faut le savoir. Donc, on aura beau envoyer une myriade de confrères cocher devant notre nom, notre présence, on ne sera pas indemnisé. Enfin, vous voyez, c'est des vraies problématiques parce que sur un procès de masse qui va durer 6 mois, quid des avocats qui interviennent pour les plus débutants, en fait. Et alors, en partie civile, n'en parlons même pas. Puisqu'on est au forfait en correctionnel. Ça, c'est encore quelque chose qui est vraiment à travailler, je pense.
le forfait en matière correctionnelle en partie civile sur des procès de masse, c'est pas gérable. Moi, je vais toucher 200 € pour le médiator par partie civile. Et c'est de serait-ce que, enfin, 200 €, c'est accessoire en fait. Il y a très peu de confrères qui peuvent vivre avec verser 1 an et demi après, hein, comme le disait Guillaume en plus. Hein. Voilà. C'est vrai que pour les procès longs, le paiement à 50% immédiat, il est nécessaire. Je veux dire, on peut pas passer 3 mois et attendre encore 3 mois de plus ou 4 mois avec le délibéré, etc. et pour être payé. Je pense que le paiement de 50% de l'AJ immédiat, dès le début de la mission, c'est vraiment un progrès qui va être nécessaire, mais je dirais à cause du Covid, mais également qu'il va falloir pérenniser. C'est-à-dire que utilisons la crise qu'on affronte, utilisons pour faire des avancées importantes qui ne soient pas que des avancées de crise. Ces 50%, il faut l'obtenir. Et là, pour tout vous dire, Julie et Vincent, je pense que jamais la profession ne l'a demandé, collectivement jusqu'à maintenant, mais je pense que maintenant, il faut le demander, et bien sûr que le barreau de Paris, je dirais, a la puissance, le nombre et la voix pour le faire par lui-même si nécessaire, et en tout cas pour l'obtenir rapidement. Peut-être un mot aussi, il ne faut pas que ça soit des avances. Moi, je pense que, par exemple, votre client, au bout de 6 mois, prend un avocat choisi, il est hors de question qu'on le rembourse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être vraiment des paiements pour ce qu'on a fait. Après, le client prend un avocat choisi, dont acte, on n'aura que la moitié. Mais au moins, on n'aura pas à le rembourser. Parce que le système qui avait été mis à l'automne, là, c'était des avances. Ce qui pose plein de problèmes, puisqu'en fait, vous avez une réduction, on vous déduit de votre prochaine AJ. Donc, c'est une sorte de spirale, de pyramide d'endettement qui fait… C'est 20%, ouais. Ils prennent 20%. Ouais, je sais plus, ils prennent sur toutes vos AFM un pourcentage. Exactement. J'ai regardé, ils prennent 25%. 25%, ouais. Exactement. Ils prennent 25%. Donc, c'était vraiment une avance de trésorerie qu'on ne pourra pas pérenniser, qui est dangereuse et qui n'est pas une solution à terme. La solution à terme, c'est vraiment le paiement, 50%, et le paiement rapide après, à la fin de mission, rapide. Je sais qu'il y a plein de salariés de l'ordre qui travaillent énormément là-dessus. Il ne faut pas dire que les gens ne travaillent pas, mais vous imaginez à Paris, et encore à Paris, on est à peu près payé autour d'un mois après la fin de la mission, une fois qu'on a l'AFM, l'attestation de fin de mission. Ce n'est pas à Paris où c'est le plus dur. Mais Paris doit être, je dirais, un moteur là-dessus. Et donc, on voit bien que si, vous voyez, Vincent et Julie, que si on peut à la fois jouer sur la compétence en pénal, des examens, peut-être un jour même en social, en droit de la famille, pour privilégier ceux qui ont des certificats de spécialité. Il n'y a pas de honte à ça, au contraire. Moi, je pense que c'est très important. Et des paiements rapides, je pense qu'on peut avoir, et très vite, mettre en place, je dirais vraiment un système d'AJ, bureau pénal, bureau civil, moderne, adapté, avec des gens extrêmement compétents, payés rapidement dès le début. Est-ce qu'il faudra peut-être un jour, on ne sait pas, est-ce qu'il faudra peut-être aller sur la possibilité d'un intéressement AJ+, vous savez qu'aujourd'hui, si je prends un intéressement avec si, par exemple, comme tu le dis, Géraldine, ta cliente obtient une indemnisation suffisamment conséquente, et si elle veut t'intéresser à son résultat, peu importe, tu dois renoncer à l'AJ. On est d'accord, Géraldine? Mais je dois lui faire signer une convention d'honoraires au préalable. Et aussi, mais tu dois renoncer à ton AJ. Peut-être qu'il faudrait pouvoir encadrer, parce qu'en plus, ça permettrait peut-être d'éviter aussi des abus, parce que parfois, on est d'accord, des intéressements vont à des taux, voilà. Mais peut-être que quelque chose de plus souple, notamment sur le civil, pour les demandeurs, AJ, intéressement, et qui soit peut-être compatible, permettrait vraiment, vous voyez ce que je veux dire, d'assurer un minimum et avec un intéressement. Mais bien sûr, avec des conventions et encadré. Mais ça peut être une piste aussi. Oui. Oui, tout ça est très intéressant. Peut-être, Philippe, veux-tu compléter ce qu'ont dit Géraldine et Est-ce que vous m'entendez déjà? Bon. Oui, nous t'entendons. Non, mais je trouvais intéressant, c'est pour ça que je ne souhaitais pas intervenir jusqu'alors les témoignages de Géraldine et de Guillaume, parce que ce qu'ils expriment, moi j'ai fait, on oublie, mais j'ai fait le temps des commissions d'office et des comparutions immédiates.
qu'au départ, au début, on appelait les flagrants délits encore, et puis maintenant les comparutions immédiates. Et on oublie que c'était des choses qui étaient faites gratuitement à l'époque par les avocats, qui n'étaient même pas rémunérés, qui n'ont été rémunérés ou rétribués, parce que j'aime pas le terme de rémunération dans le cadre de l'indemnisation, en fait, que constituent les commissions d'office, qu'à partir de la réforme de 90. Julie et Vincent m'ont fait l'honneur parce que j'ai participé à la réforme de 90. J'ai prêté serment jeune, donc j'étais jeune membre du conseil, rassurez-vous, mais j'ai effectivement participé à toute cette réforme de 90, à la création de l'UV, au système qui est le système actuel. Et puis, il y a eu les grands mouvements sur l'AJ dans les années 2000 et puis après 2010, auxquels également j'ai participé dans les négociations. Et ce qui fait que effectivement, il y a une chose qui est certaine pour moi, c'est que Paris, contrairement à ce qu'on pense et que parfois pense à tort la province, c'est la plus grande place de l'AJ. C'est la plus grande place des commissions d'office. C'est 60 000 missions par an. Il n'y a aucun barreau qui a à assumer ça. Et bien sûr, on nous dit toujours, vous êtes 30 000, mais la réalité des chiffres, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui 30 000 avocats qui assurent ces 60 000 missions. Il y a les 1200, où il y a en tout finalement les 3 000 avocats. Donc nous sommes sur un barreau de 3 000 avocats, en fait, qui sont en train de prendre en charge ces commissions d'office et ces AJ. Et c'est pour ça que le dossier de l'aide juridictionnelle, la bataille, les chiffres, sont un dossier extrêmement important pour le barreau de Paris. C'est important pour la défense pénale d'urgence parce que notre défense pénale d'urgence aux comparutions immédiates, et moi, ça pour l'avoir vécu, il y a une chose qui est une horreur, c'est d'avoir honte de la prestation d'un confrère en défense pénale. Ça, c'est quelque chose. Par contre, il y a des choses qui sont des vraies satisfactions dans la défense pénale, c'est la qualité du travail de l'avocat, c'est la qualité et l'obtention du résultat. Je crois que nos plus belles relax dont on se souvient, c'est celles qu'on a obtenues en comparution immédiate. Parce qu'en général, c'est pas facile d'avoir des relax en comparution immédiate, parce que c'est du travail extrêmement rapide, de l'analyse du dossier, et que c'est en même temps notre vitrine de la défense pénale à Paris quand même. C'est notre vitrine, c'est notre image, et dans nos relations avec les magistrats aussi, c'est extrêmement important. Sur l'AJ, nous avons les mêmes problématiques. Et ce que je voulais dire, c'est que évidemment, il y a dans toute l'expérience que j'ai, c'est qu'on n'a jamais avancé sur l'AJ, sur le dossier de l'AJ, sur la réglementation, que quand le barreau de Paris s'est complètement impliqué dans les négociations sur l'AJ, les commissions d'office et les rétributions. La loi de 90, elle a été essentiellement portée par le barreau de Paris dans ses fondements. C'est celle qui a permis qu'on passe à la liberté de l'honoraire dans le cadre de l'AJ partielle. C'est celle qui a posé pour la première fois d'ailleurs la convention préalable écrite obligatoire. Mais ça, c'était les propositions du barreau de Paris. Et je pense qu'on a une responsabilité dans cette affaire, contrairement à ce qu'on pense. C'est une part importante de l'accès au droit. C'est toute la part aussi de la clientèle de beaucoup d'avocats parisiens qu'on oublie, qui sont les avocats de proximité, parce qu'ils existent aussi à Paris, les avocats de proximité. Ils existent aussi pas seulement pour ceux qui y habitent, mais également pour ceux qui y travaillent, et qu'il n'est absolument pas normal que celui qui habite au-delà du périphérique, alors qu'il travaille toute la journée à Paris, ne fasse pas appel à un avocat parisien, y compris dans le cadre de l'accès au droit, et y compris dans le cadre de l'AJ. Et ça, c'est une vraie source, c'est un marché en même temps, pour employer les mots actuellement, et donc c'est un vrai enjeu. Et cet enjeu, il peut passer parce que Julie et Vincent vont pouvoir faire dans le cadre, dans les propositions de Guillaume. Je crois que ton idée, c'était éventuellement d'étudier la subrogation pour le paiement d'une partie de la mission dès le départ. Et effectivement, ça doit être un paiement au départ sur la mission parce que c'est pas normal effectivement d'attendre des années et de travailler à perte pendant des années. Peut-être qu'on peut étudier. Il y a ce qui pourra être fait au niveau du barreau de Paris, il y a la qualité de ce qui peut être organisé au niveau du barreau de Paris, et puis en même temps, il y a le poids du barreau de Paris au niveau national pour peser et pour faire des propositions dans les discussions.
Et nous avons de nombreuses propositions qui sont faisables, qui demandent effectivement des discussions au niveau national, qui est par exemple le fait que l'avocat désigné au titre de l'AJ reçoive en complément ce que doit verser l'assurance protection juridique et qu'on arrête que ce soit l'État qui le perçoive et le récupère aujourd'hui, parce qu'il n'y a qu'une indemnisation de l'AJ et qu'il n'est pas normal que ce qui est payé par la protection juridique ne revienne pas à l'avocat. Faciliter la convention et l'honoraire complémentaire de résultat sans pour autant perdre le bénéfice de l'AJ. Permettre des exonérations fiscales pour les défenses pénales d'urgence, comme il y a des exonérations fiscales pour les médecins qui existent aujourd'hui quand ils assurent l'accès aux soins en urgence dans les permanences de santé en clinique, ils ont une exonération fiscale. Eh bien, l'urgence, elle n'existe pas que dans l'accès aux soins, elle existe aussi dans la défense pénale. Et on doit pouvoir obtenir, puisqu'il y a ce précédent pour les médecins, mais ça, ce sont des batailles au niveau national. Et puis, il y a aussi éventuellement l'accès au droit d'une manière générale, parce que l'on peut faire en se battant pour la levée, en tout cas pour un certain nombre de matières, de l'interdiction du pacte de Cotalitis, parce qu'aujourd'hui, c'est bien de l'accès au droit dont on parle et qu'on bloque avec cette interdiction du pacte de Cotalitis. Et voilà, pour dire, moi, l'expérience que j'en ai, c'est qu'on n'a jamais progressé au niveau national sur l'AJ si le barreau de Paris n'a pas été le moteur dans les propositions, le moteur dans les négociations, et que c'est là-dessus que, pour ma part, j'ai la plus grande confiance en Julie et Vincent sur ce débat-là. Ouais. Il y a aussi, si je puis me permettre, quand on fait des permanences comparution immédiate à Paris, Guillaume, je parle aussi sous ton contrôle, on remplit un formulaire qu'on donne à la greffière et à la fin de la perm, on est payé au forfait, qu'on ait 1 ou 25 dossiers, peu importe. Mais ce formulaire, il est d'hypocrisie absolue parce qu'en fait, en raison de l'urgence et en raison du manque de temps, ce formulaire d'office, on raye les revenus, on remplit l'état civil du prévenu et on remet ça à la greffière. Et quoi qu'il arrive, on a notre forfait au bout de 3-4 mois qui est versé sur notre compte professionnel, peu importe. Mais tout ça pour dire qu'on n'a même pas le temps, alors qu'on est commis d'office et qu'on ne sait pas si le client a les moyens de payer son avocat, on n'a même pas le temps de remplir la partie relative aux revenus, en fait. Donc, en fait, c'est un faux en écriture qu'on remplit en audience. Non, mais clairement, ce formulaire, il ne sert à rien puisque de toute façon, on est rémunéré au forfait. Donc, quand on dit oui, il faut vérifier les revenus de votre client, au vu de l'urgence, il est strictement impossible, quand on est commis d'office, de vérifier les revenus du client. Mais ce que tu dis, Géraldine, en plus, c'est très vrai et c'est surtout une hypocrisie. Comme si on avait le temps de se mettre d'accord avec quelqu'un qui nous dit si, moi, je gagne 1200, 1300, donc je suis au-dessus des revenus minimums, comme si on avait le temps de se mettre d'accord avec lui alors qu'il est détenu et qu'il va passer dans 20 minutes sur un montant d'honoraires avant qu'il soit… C'est bien sûr impossible, tu as raison Géraldine. On est dans une… Ce n'est pas à nous nous, on doit être payé. Ensuite, que l'État vérifie, mais on ne peut pas demander à l'avocat de permanence de négocier alors qu'il a 3-4 dossiers, des honoraires qui ne seront d'ailleurs jamais payés parce qu'il ne reverra jamais son client. D'accord ? Tu as tout à fait raison, Géraldine. Il y a une hypocrisie qui est tout simplement scandaleuse et que c'est évidemment pas aux avocats de permanence dans l'urgence de s'occuper de ça. C'est à l'État. Ensuite, nous remplissons. À la limite, on pourrait peut-être mettre ce que dit le client et à l'État d'aller vérifier les revenus. Mais tu as complètement raison. Mais je vais même aller plus loin, Géraldine. Nous perdons de l'argent parce que normalement, Julie et Vincent, le barreau de Paris signe, en matière pénale, on signe une convention tous les 1 ou 2 ans. En fait, on signe une convention avec un budget global, d'accord ? En fait, les barreaux ont 2 possibilités. Soit les barreaux ne signent aucune convention et chaque avocat est payé à l'UV, on est d'accord, maintenant c'est 34 € l'UV, ok ? Et donc la CARPA attend d'avoir l'argent de l'État pour payer les avocats. C'est le cas dans beaucoup de barreaux de région. Soit comme à Paris, on n'est pas beaucoup en France à la faire, on fait une convention, on dit voilà, pour l'année, on va en avoir pour 1 ou 2 millions d'euros, d'accord ? Et donc, on négocie une enveloppe et on fait la répartition, ok ? Et par contre, le barreau de Paris, ensuite, est censé, s'il a dépassé la somme, se faire rembourser par le nombre de formulaires remplis. Mais tout le monde ne remplit pas les formulaires. Donc, déjà, on perd de l'argent. C'est-à-dire tous les formulaires ne sont pas remplis.
Et le barreau, pour tout vous dire, Julie et Vincent, je ne suis même pas sûr. Au niveau informatique, nous n'avons aucun système actuel qui nous permet de dire combien on a de dossiers d'AGI, enfin en pénal. On doit l'avoir, mais en gros, on a besoin aussi de s'équiper de systèmes qui nous permettraient, par exemple, de connaître les décisions, de rentrer les infractions. On a beaucoup de choses qu'on peut faire, nous, barreau de Paris. Parce que comme le dit Philippe, moi je suis complètement d'accord. Le barreau de Paris, il a plein de défauts, mais sans le barreau de Paris, vous savez, c'est toujours pareil, les choses n'avancent pas, il faut le dire. Et on a une exemplarité aussi par rapport à tous nos autres barreaux, parce que nous avons les ressources humaines et financières pour faire avancer tout ça. Et Philippe a raison sur l'AGI, parce qu'on a été pris sur la retraite, on a été pris sur le Covid, on a été pris sur beaucoup de choses. C'est vrai que c'est devenu un peu moins un dossier central, et qu'il va falloir à nouveau le porter, et que ça sera important. Mais on doit aussi s'équiper mieux. Au bureau pénal, on doit avoir peut-être. On n'a pas de statistiques, par exemple. Le parquet, il a ses statistiques par infraction et tout. Nous, on les a pas. Moi, quand je suis référent, je remplis un petit truc à la main et après, j'envoie. On ne sait pas où tout ça va. Je pense que, et c'est pas la faute des salariés, c'est pas la faute de ceux qui s'en occupent. Eux, ils font avec les outils qu'on a. Ils font avec ce qu'on a. Mais je pense que si on monte en exigence sur la compétence, si on monte en exigence sur le fait qu'on reste jusqu'au délibéré, que les référents restent jusqu'à la fin de la journée, que tout le monde soit là pendant les délibérés, je peux vous dire d'abord que les magistrats du barreau de Paris, du tribunal judiciaire, le verront. Et Philippe, tu as raison, nous sommes attendus, parfois on ricane un peu aussi de nous, mais nous sommes attendus sur l'exemplarité en comparaison immédiate, aux mises en examen, au JLD, nous sommes attendus là-dessus. En droit des étrangers, il y a une vraie compétence. Ils sont un peu en avance sur nous. Mais c'est vrai qu'on doit aussi avoir des outils informatiques qui nous permettent d'avoir des statistiques. Quelles infractions, quelles décisions, combien de nullités, combien de relax. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. On n'a pas de modèle d'acte non plus à disposition dans l'urgence quand on a 5-6 dossiers, on va passer 20 minutes par dossier parce qu'on va faire le déferment, on va devoir voir l'APCARS, on va devoir aller voir les clients, etc. On arrive, si on n'arrive pas avec notre équipement, nos conclusions de nullité vierges, juste pour remplir avec l'identité du client, il n'y a rien qui est mis à disposition sur place. Alors, Géraldine, si tu cherches bien dans ton ordinateur, il va falloir bien chercher. Il faut du papier, il faut le voyez, on n'a pas le temps. Voilà. Ça peut être. En fait, on les a mis depuis les défenses collectives de masse. Vous voyez, oui, on a mis ça en place. Et d'ailleurs, les défenses collectives, de masse ou collectives, ça aussi, c'est des sujets on les fait quand il y a une grève. Mais on pourrait les faire aussi un peu plus souvent dans l'année, de temps en temps, sur des thèmes qui sont très importants, où on estime, par exemple, aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir accès, on n'est pas présent quand le parquet notifie l'infraction et saisit le tribunal correctionnel. Ouais. Il y a un jeu du chat et de la souris qui est pas sympa avec le parquet. Le parquet estime, il reçoit vite fait le justiciable, le mis en cause. Monsieur, vous voulez un avocat, mais c'est pas nécessaire. Il coche, il n'a pas demandé d'avocat. Et nous ne sommes pas là lorsqu'il est présenté au procureur de la République. Dans tous les autres barreaux, nous sommes là. À Paris, vous voyez, il y a encore des choses qui se font et qui sont pas normales. Eh ben, là-dessus, on doit progresser collectivement. Mais je suis d'accord. Moi, je pense qu'on a vraiment des confrères de tous âges. Moi, je les vois. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment au niveau, qu'ils s'engagent. Mais on a besoin de monter un peu dans l'organisation. Et je sais qu'actuellement, nos confrères, notre consoeur qui s'occupent du bureau pénal, etc., ils font leur maximum, mais ils ont peu de moyens. Et c'est vrai, je pense que Julie et Vincent, parce que ça, c'est un sujet qui revient beaucoup. C'est un vrai sujet politique. C'est un sujet où il faut s'investir énormément. Et que si vous arriviez, je vous souhaite d'être élu, et que si vous arriviez à avancer là-dessus, sur l'accès au bureau pénal, les indemnisations, je peux vous dire que ça serait très important pour nous tous. Et ça va créer de l'excellence, en fait, parce que les confrères, quand ils viennent en permanence, ils ont la boule au ventre, quoi, parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre 7-8 dossiers, qu'à 13h30, il faut être à la 23e. Avant ça, il faut avoir lu les dossiers, rédigé les conclusions, voir l'APCARS, voir le client, appeler les familles, recueillir les garanties de représentation. Enfin, c'est impossible, en fait. Il faut plus de confrères, les valoriser plus, et ça va créer de l'excellence, en fait. Parce qu'on est motivé quand on fait des journées comme ça, il n'y a pas plus difficile quand on est avocat, à mon sens. Enfin, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais à mon sens, c'est l'exercice le plus complexe qui soit quand on est avocat.
Parce qu'il n'y a rien qui est pour nous, en fait. On est tout seul avec rien, en fait, avec notre matière grise. Et on doit y aller, et on va se coucher tard, et on va pas manger, et on va pas boire. Ben, c'est très fatigant, quoi. Donc, si on n'élève pas les confrères, ben, l'excellence, elle est aussi compliquée à obtenir, je pense. C'est des conditions qui sont très difficiles. Et peut-être, juste un mot peut-être, j'ose parler donc de la conférence du stage. On en avait parlé un peu avec Géraldine. Il y a le monopole de la conférence du stage sur les permanences criminelles. Il faut dire les choses, il n'y a pas assez de mise en examen criminel pour qu'on ouvre ça à 300, 400, d'accord? Donc, je pense que le concours d'éloquence de la conférence du stage de Paris, il est dans l'ADN du barreau de Paris. Donc, je pense que moi, je ne suis pas un secrétaire de la conférence, mais je pense qu'il faut le garder et que c'est très important. Par contre, je pense qu'on pourrait progresser collectivement en demandant à rajouter au fait que pour se présenter à ce concours d'éloquence, au pénal, je dirais en permanence criminelle, il faille être admis au bureau pénal, c'est-à-dire avoir passé cet examen concours minimum de connaissances. Et je pense que ça serait un progrès pour nous tous, et que la conférence en sortirait renforcée. Moi, je pense que la conférence, il faut la garder telle qu'elle est, il faut qu'elle continue avec son concours d'éloquence, mais il faut qu'elle soit totalement acceptée au sein du bureau pénal et que ceux qui passent ce concours brillant et qui ont des carrières brillantes, eh ben, ils passent en préalable cet examen ou concours d'accès au bureau pénal, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le problème, l'idée, merci beaucoup d'abord pour ces idées lumineuses, vos idées lumineuses. Et nous, on est complètement d'accord avec Julie. Moi, j'ai un bémol, bon, c'est un réflexe d'ancien secrétaire, je suis désolé, mais regardez ce que ça donnerait, Guillaume. D'abord, pour passer le concours de la conférence, il faudrait être admis au bureau pénal. Mais on va créer une sorte de discrimination en pratique. Ah oui. Il y a ceux qui passeront par la conférence et puis ceux qui n'y passeront pas. Donc, le secrétaire de la conférence, lui, il aura passé 2 concours, en fait. Tu vois ce que je veux dire? D'abord, pour être admis au bureau pénal et ensuite, le concours de la conférence lui-même pour aboutir à une seule et même finalité, la défense d'urgence. Attention à ça. Je ne suis pas sûr qu'on puisse toucher à la conférence de cette façon-là. Mais c'est vrai qu'il y a… Bon, c'est un problème qui est ancien, hein, ça fait plusieurs siècles, enfin plusieurs années en tout cas que c'est comme ça, et plusieurs siècles que la conférence et que cela existe aussi. Alors, pour quelle raison? Parce qu'on passe un concours d'éloquence meilleur que les autres en défense pénale, je reconnais la question mérite d'être posée. C'est clair. Il y a une… Voilà, moi, je verrais plutôt les choses après. On passe le concours, et donc, on passe le concours d'abord, et puis ensuite, on fait l'école de la défense pénale. Je crois qu'il y a une autre idée pour si je peux. Je pense que ce qui serait intéressant, je pense pour ceux qui participent à la défense pénale nouvelle, c'est éventuellement de pouvoir éventuellement accompagner les secrétaires de la conférence, les assister dans le cadre des commissions d'office criminelles, non pas de prendre la place de la commission d'office, mais de pouvoir être à leur côté. Je pense que ça pourrait être utile d'ailleurs pour les secrétaires de la conférence parce que les commissions d'office criminelles, c'est quelque chose de lourd à gérer qui n'est pas simple. Et en même temps, ce serait une sorte de mentorat, d'une sorte de formation supplémentaire sur la commission d'office criminel, car ceux qui font de la défense pénale peuvent être choisis aussi dans le cadre criminel et que c'est pas toujours simple d'accéder à la cour d'assises, d'avoir cette formation-là qui est une autre expérience que les comparutions immédiates, mais qui demande beaucoup d'autres choses. Les assises, c'est exceptionnel, mais cette idée, alors je ne sais pas comment ça peut se faire, mais cette idée qu'il puisse y avoir aux côtés ou qu'il puisse y avoir pour les secrétaires de la conférence la possibilité de se faire assister par quelqu'un de la défense pénale dans leur commission d'office criminel, je ne sais pas comment on peut rétribuer, mais c'est peut-être une piste à gérer. Et ce que je voulais dire par rapport à Géraldine, c'est que c'est vrai que la défense pénale, c'est une formidable, à la fois, il faut être à la hauteur,
il faut être, il faut être en capacité, ça demande une agilité à la fois d'esprit, de connaissance, de rigueur au niveau de la procédure pénale, d'avoir cette expérience-là. Il faut avoir une foi, parce que c'est un vrai sacerdoce. Quand on commence une permanence de comparution immédiate, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Mais en même temps, c'est une extraordinaire satisfaction parce qu'on est dans le cœur de ce qui reste de toute façon, malgré toute la diversité de notre exercice, dans le cœur de ce qui est le métier de l'avocat, en fait, de ce qu'on pense. En même temps, voilà, c'est comme quand on va aux assises, pour ceux qui sont allés aux assises, et j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, et Vincent, tu le sais certainement encore mieux que moi, l'assise, c'est la juridiction la plus extraordinaire, celle qui demande toutes les qualités de l'avocat en même temps et qui nous offre les plus grandes satisfactions ou des déceptions comme partout ailleurs, mais qui est ce truc formidable. Mais en même temps, et je rebondis sur ce que disait Guillaume, on a un devoir d'excellence aujourd'hui parce que le pénal, ça ne peut pas être simplement que des bons sentiments. C'est aussi de la super compétence. Et on a en même temps aussi cet aspect, moi j'étais étonné, je crois qu'il y a 2-3 ans, il y avait eu un sondage à l'EFB sur à quoi se destinent les élèves avocats. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? 70% voulaient dire du pénal. Or, on a un devoir d'expliquer à nos futurs confrères qu'il n'est pas possible de considérer que 70% d'une promotion chaque année de l'EFB va faire du pénal parce que c'est justement pas possible et que les marchés sont autrement, mais ça pose la question de la formation, etc. Mais il y a une vraie appétence pour le pénal, il y a une vraie envie, mais en même temps, il y a des vraies exigences aujourd'hui et que tout le monde doit être là. Et je crois qu'on sera d'autant plus fort à être entendu sur la rémunération, sur nos demandes en ce qui concerne l'agile, l'accès au droit, etc., qu'on sera nous-mêmes en mesure d'être à la hauteur de la qualité des exigences de la défense dans ces matières-là. Et peut-être un mot aussi. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Non, mais voilà, peut-être il nous reste quelques minutes pour conclure. On a quelques questions qui sont sur le chat. Peut-être qu'on peut. C'est notre ami Philippe de Metz qui nous pose des questions et qui fait une proposition sur l'échange d'informations sur les revenus. Je pense que vous voyez, Géraldine et Guillaume, cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce que vous en pensez? La dernière question, elle est plus pour nous, c'est est-ce que c'est de la compétence de la bâtonnière de Paris et du vice-bâtonnier et de l'ordre, Conseil de l'ordre, d'initier cette simplification? Ça peut être une action de lobbying, le cas échéant, de faciliter les choses. Qu'en pensez-vous, Guillaume et Géraldine? Je trouve que Géraldine, tout à l'heure, a bien fait de casser ce tabou. Pour tout vous dire, il m'a semblé également qu'il y a des rapports à la chancellerie, je crois à la Cour des comptes, qui s'inquiètent un peu de ce taux, je dirais, de 100% d'absence de revenus lorsque on est en comparution immédiate. D'accord? Donc, il y a une vraie réflexion. Il est évident qu'on ne peut pas demander à l'avocat qui doit vérifier les nullités, s'entretenir avec son client, préparer sa défense, qui n'a pas qu'un dossier en plus, il en a 2 ou 3, et qui doit réfléchir à une stratégie, qui doit peut-être appeler la famille pour avoir des garanties de représentation, on ne peut pas lui demander d'ouvrir un temps mort d'une négociation sur les revenus et honoraires qu'il va devoir percevoir, avec un paiement immédiat. Ce n'est pas possible. Donc, il y a une hypocrisie, effectivement, Géraldine, tu dis, de répondre 0, tout le monde a 0 revenu, et ça ne correspond à rien. Et effectivement, je crois qu'il faut avoir une véritable discussion forte avec la chancellerie en disant, nous ne pouvons pas faire ça. D'accord? Encore, parce que tu peux être désigné en commission d'office pour une audience qui arrive dans 2 mois, et là, tu as encore le temps. On reçoit le client au cabinet, on voit ses revenus. Voilà. Mais sinon, ce n'est pas de la commission d'office, c'est de l'agir. Exactement. Ça n'a rien à voir. Exactement. On ne peut pas le faire. Donc, effectivement, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un échange d'informations? Mais dans tous les cas, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Bien sûr que Bercy pourrait savoir. Maintenant, tout est transféré. Il suffit. Alors, pour ceux qui ont un numéro fiscal, parce que ceux qui n'en ont pas. Mais j'ai envie de dire surtout
que nous, à la limite, ce n'est pas notre problème à nous. À la limite, qu'on nous fasse remplir juste combien il gagne, je veux bien, et est-ce qu'il a… Mais ça, ce n'est pas notre travail, ça. Ce n'est pas notre travail. Notre travail, il est de nous concentrer dans ce qui va se passer dans 1 heure, 1 heure et demie. Et là, il faut crever l'abcès. Il faut que nous soyons payés au forfait ou à l'UV, ça, c'est un choix. À Paris, on a décidé d'être au forfait. Peut-être qu'on reviendra à l'UV un jour. Voilà. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais que, en tout cas, je dis bien en tout cas, en défense pénale d'urgence, il n'y ait pas cette hypocrisie et de nous faire signer n'importe quoi et que tout le monde l'accepte avant qu'un jour on ait un gros problème, la Cour des comptes nous disant je ne comprends pas ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Alors tout le monde sait que c'est n'importe quoi. C'est un faux en écriture en fait. Hein. On n'est pas un faux en écriture, nous ne sommes pas officiers ministériels, je te rassure Géraldine. Mais c'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'impuissance, comme dit Philippe. Qu'est-ce que vous voulez que nous qu'on demande à quelqu'un ses revenus alors qu'il ne s'est pas lavé depuis 3 jours et qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver dans 1 heure? Ça n'a aucun sens. Je crois que sur cette question, en fait, on a un intérêt commun avec le ministère. Pourquoi? Parce qu'en fait, le ministère, d'un côté, il va payer des commissions d'office dans des cas où pour des personnes qui n'auraient pas dû avoir la commission d'office payée par l'État parce qu'ils avaient les revenus. Donc, ils ont un intérêt. Ils ont payé de l'argent, ils peuvent le récupérer. La difficulté qu'il va falloir régler pour nous, c'est, oui, effectivement, on peut penser que c'est au service de l'aide juridictionnelle de devoir après récupérer, de faire un contrôle a posteriori, finalement, sur les revenus, à condition qu'il y ait des informations suffisantes. C'est quelles sont les informations à l'entrée, quels sont les formulaires, à se mettre d'accord peut-être avec le parquet d'ailleurs sur les formulaires que doit remplir le détenu de ce point de vue aussi, parce qu'on lui fait remplir beaucoup de choses, mais finalement peu de choses sur ses revenus. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on s'est aperçu a posteriori qu'en fait on n'aurait pas dû payer une commission d'office, mais que c'est l'avocat qui aurait dû être payé normalement, c'est qu'est-ce qui va se substituer à l'absence de convention avec l'avocat? Est-ce qu'il y a quelque chose à prévoir en avance? Est-ce que pour ce type d'intervention, il y a éventuellement une forfaitisation à prévoir à l'avance dans l'avocat restant à… Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des pistes à avoir et on a effectivement des intérêts communs avec l'État. L'État qui peut faire une économie et qui donc peut peut-être mieux rémunérer par ailleurs en faisant ses économies. Et en même temps, l'avocat qui peut espérer avoir une rémunération qui soit une véritable rémunération, mais dont il n'aura pas pu véritablement contracter. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir venir avec ce compte? Peut-être il faut se mettre d'accord sur un barème de référence. Peut-être pour la défense pénale d'urgence, on peut concevoir qu'il y ait un document qui sera signé par la personne qui est déférée, qui sera partie des documents du dossier et qui dit « Je reconnais que si je ne suis pas admissible à l'aide juridictionnelle, je devrais payer la somme de à mon avocat éventuellement pour ma défense. » J'en sais rien. Mais enfin, c'est quelque chose peut-être à étudier. Merci 1000 fois en tout cas pour le caractère foisonnant de vos interventions et de vos propositions. Ça nous intéresse beaucoup tous les deux parce qu'effectivement, pour ce qui me concerne, je dois avouer mon incompétence en la matière. Et on est évidemment extrêmement preneurs de vos idées si nous sommes élus, faire évoluer les choses dans le bon sens. On a bien compris les principales problématiques, notamment celle du niveau d'exigence de la formation, la question aussi de l'avance des rémunérations et des améliorations, certaines dépendant de nous et certaines autres ne dépendant pas de nous, mais sur lesquelles on peut avoir quand même une influence dans l'emploi. Bien évidemment, on restera attentif à toutes ces questions si nous sommes élus. Merci en tout cas à tous de votre temps. On a pris beaucoup de notes et merci d'avoir rappelé que la défense pénale, d'une manière générale, ne s'improvise pas. Voilà, il faut travailler. Et comme le dit, il n'y a pas que la défense pénale, Philippe nous rappelle cela aussi, il a absolument raison, il n'y a pas que l'AJ en matière pénale, on est parfaitement d'accord. Et c'est d'ailleurs la pratique de Guillaume qui ne fait pas que de l'AJ pénale. En effet, nos concitoyens les plus fragiles et les plus démunis ont des besoins dans tout un tas d'autres domaines, que ce soit le droit de la famille, le droit de l'asile, le droit du logement. Il y a tout un tas d'autres domaines dans lesquels l'AJ a son importance. Merci encore une fois infiniment à vous pour votre attention et pour vos interventions. Merci. Très bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir.